La mensuelle de Nevers Agglomération, une émission présentée par Olivier Guillaume. Pour clore notre saison 2024-2025 d'émissions mensuelles avec notre partenaire Nevers Agglomération, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir dans notre studio une élue qui participe, on peut le dire ainsi, à nous rendre la vie plus agréable, plus respirable, dans un environnement plus serein, plus vert. Nous recevons Anne Wozniak. Bonjour Anne. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous êtes adjointe au maire de Nevers, déléguée à l'environnement naturel et à l'urbanisme, conseillère communautaire au sein de Nevers Agglomération. Vous êtes également au quotidien enseignante au lycée professionnel agricole de Plagny, technique d'aménagement paysager. Exactement. C'est cela. Vous allez aujourd'hui en particulier nous tenir la main pour aller à la découverte de ce qui s'est fait jusque-là, ce qui est en cours, peut-être même des projections à venir, plus ou moins proches. Donc on compte sur vous pour nous aider à y voir un peu plus clair sur ces aménagements qui ne cessent d'améliorer notre espace public au bénéfice de tout un chacun. Tout à fait. C'est vrai que là, ça fait maintenant presque 11 ans que la politique, on va dire plus généralement de la nature en ville, s'est posée à Nevers. Et 10 ans, on peut constater une forme de maturité dans ce qui a été fait. C'est vrai qu'au départ, on a mis le cap sur des aménagements qui étaient très différents de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et des aménagements qui font vraiment la part belle à la nature. Donc c'est plusieurs axes qui ont été posés dès le début du premier mandat, et la politique environnement de la ville de Nevers, elle s'appuie sur 3 grands leviers, on va dire. Le premier, c'est l'opérationnel, le second, le scientifique, et le troisième, la pédagogie et la sensibilisation. Donc l'opérationnel, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on aborde tous les aménagements qui sont faits en ville, les petits et les plus grands, les grands chantiers, les petits parce que nous avons un certain nombre de petits chantiers que nous menons partout en ville. C'est des espaces que nous remarquons, qui ont besoin de valorisation, des délaissés urbains, souvent routiers, parce qu'on refait de la ville sur la ville, et des fois on a des bouts de trottoirs qui ne servent à rien, et donc les équipes voirie et espaces verts s'appliquent à les valoriser, donc à déminéraliser puis à revégétaliser, ce qui permet d'être vertueux sur ces deux sujets. Faire respirer l'espace public. Exactement, et puis d'être vertueux sur le sujet de l'accompagnement de la biodiversité, donc l'accueil de la biodiversité en ville, et aussi l'économie de la ressource, c'est-à-dire faire en sorte que l'eau du ciel s'infiltre plus efficacement et aille nourrir les nappes nettoyées par la terre progressivement. Donc ça, c'est pour l'opérationnel. Sur les grands projets, évidemment, on a un croisement entre ce qu'on appelle chez nous le laboratoire des projets. Donc c'est ce bureau d'études interne qui vient travailler tous les grands projets en amont, puis certains sont externalisés, mais on a un lien entre les équipes espaces verts, l'environnement et ces bureaux d'études qui sont plus opérationnels. Ce qui nous permet vraiment de pouvoir agir à la fois sur la palette végétale, c'est-à-dire qu'on ne nous impose pas une palette végétale qu'on pourrait retrouver à Paris, à Chartres, partout en France, ce qu'on a tendance un petit peu à faire. Je suis pas très gentille avec mes confrères, mais oui, parce qu'on répète partout à peu près le même vocabulaire. Souvent, c'est un petit peu des recettes. Donc nous, on insiste sur l'identité de la ville et sur cette politique environnement, qui se veut volontariste. Ce qui pousse à être créatif. Exactement. Voilà, ce qui pousse un peu les bureaux d'études à inventer un peu plus quelque chose qui soit sur mesure pour la ville, et notamment dans la palette végétale, puisque nous travaillons sur l'introduction de plantes, on va dire peut-être plus intéressantes, qui sont plus sorties des jardins, qui vont faire que peut-être les gens ne les connaissent pas, ils vont encore plus s'intéresser à elles. Donc là, on est sur l'aspect botanique, horticole, mais aussi sur les plantes qui vont être utiles et qui vont être support de biodiversité. Donc là, on est vraiment sur une palette de plantes indigènes, c'est-à-dire locales, qui sont peut-être un petit peu moins sexy, qui fleurissent un petit peu moins. Mais elles abritent et nourrissent les espèces. Exactement. Et il faut savoir, je le répète tout le temps, mais que un insecte va aller en priorité sur ces plantes indigènes. Donc c'est très important de pouvoir en positionner aussi dans l'espace public. Et nous sommes à minimum 30% de plantes indigènes. Voilà. Donc on a une trame verte qui se dessine et qui crée des continuités écologiques qui permettent à oiseaux, insectes, de pouvoir se déplacer en ville plus facilement. La plante indigène est peut-être plus résistante, davantage faite pour vivre dans cet écosystème local, nivernais, neversois. Il est effectivement avéré que les plantes indigènes, comme elles
sont vraiment du cru, elles sont plus résistantes au dérèglement climatique et aux sécheresses qui arrivent. Alors c'est pas non plus c'est pas 100% des plantes indigènes, hein. Il y a quand même un très grand soin à apporter aux plantations, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer d'eau pendant les 3-4 premières années, mais effectivement elles sont on va dire plus capables de résilience. Et puis il y a un petit peu ce piège de vouloir mettre des plantes. Maintenant on sait très bien que la végétation méditerranéenne est en train de remonter, hein. Un arbre c'est 150 km par degré de plus. Donc il y a un petit peu ce piège de vouloir composer des espaces avec des plantes qui finalement paraissent un petit peu exotiques pour notre région et qui vont être beaucoup moins intéressantes pour tout le cortège de biodiversité, tout l'écosystème local qui est en place. Donc il faut savoir nourrir l'œil et aussi les animaux. Tout en suivant les évolutions. Exactement. Donc, équation quand même pas si simple. Pas si simple, mais fort intéressante. Moi, je trouve que c'est une période qui est, oui, un petit peu vertigineuse, hein. 80% de la masse des insectes qui disparaissent. C'est pour ça que les politiques environnement des villes se développent et sont très présentes parce que la ville doit prendre sa part. Mais pour autant, c'est une politique que moi, je veux volontariste et optimiste parce que on parle beaucoup de résilience, c'est un mot un petit peu galvaudé, mais oui, c'est vraiment le cœur du sujet. Chaque petit acte peut apporter un bénéfice pour tout le monde du vivant. Oui, c'est pas anodin. Non, pas du tout. C'est un gros effort pour la cité. C'est un gros effort d'organisation. C'est vraiment une autre manière de travailler et les agents, notamment les agents espaces verts, ont un métier qui est différent de celui de 2014. Ils prennent part, donc je l'ai dit, à l'ensemble des projets en amont. Et pourquoi aussi c'est très important, c'est que ça leur permet eux de maîtriser la gestion. C'est-à-dire que quand on crée des espaces, on ne s'inquiète pas de la gestion derrière, on fait du beau, de l'esthétique et point. Et on livre des espaces qui ne sont pas maîtrisables par les équipes ou qui sont, moi quand je suis arrivée, il y a des espaces que nous avons refaits parce que c'était pas du tout pratique et puis ça ne correspondait pas à un futur durable. Et donc c'est surtout des questions d'organisation, de transversalité et puis des métiers, des outils différents aussi. Une manière, un regard différent, bien évidemment. Donc, ça nécessite vraiment l'adhésion de l'ensemble des agents qui travaillent et qui mettent en œuvre ces politiques. Des agents, il y a peu, qui ont accueilli le grand public à la faveur d'une opération nationale, Rendez-vous au jardin, je crois. Tout à fait. Voilà, donc l'occasion d'expliquer leur espace de travail, de faire la visite des lieux, mais aussi de proposer des plantes à l'acquisition. Donc c'est un moment important, j'imagine, pour ces personnels. C'est un rendez-vous important à la fois pour les agents, mais aussi pour les habitants qui, ça y est, sont habitués et répondent présents à ce rendez-vous. Moi-même, j'en ai profité. Bravo et merci. Et puis d'en faire la promotion aujourd'hui. Donc oui, ça permet aux agents de montrer leur outil. Et c'est vrai que le centre technique horticole, c'est un outil qui reste très moderne. Merci monsieur Pierre Bérégovoy, parce que il a maintenant presque 30 ans. Et il était déjà ultra moderne à l'époque. Il reste complètement à niveau maintenant. Donc c'est bien de faire visiter ces infrastructures et de montrer aussi que c'est un service qui est très complet. On a encore la réparation des machines, la cellule pédagogique, le jardin pédagogique qui accueille toutes les écoles de la ville en bas du site, les serres, tous les outils de production, la pépinière. Donc voilà, ça permet vraiment d'expliquer les coulisses justement du cadre de vie et de les mettre en valeur et aussi de vendre le surplus. C'est une idée qui nous est venue il y a quelques années maintenant, je saurais plus dire combien, mais ça fait 5, 6, 7 ans peut-être que c'est en place. Très attractif. Très attractif. Oui. Donc c'est une fois dans l'année, l'idée n'étant pas de faire concurrence aux jardineries, mais voilà, de pouvoir c'est vrai que les gens nous posent souvent des questions, c'est comme on a diversifié la palette et qu'on a mis des plantes peut-être plus intéressantes que ce qu'on voit un petit peu partout, la gamme un peu classique. Souvent on a des questions et voilà, du coup les habitants peuvent retrouver ces plantes et les acheter à coût très très accessible au centre technique horticole, et nous ça nous permet de partager le surplus de production qui a été fait par le CTH. Oui, parce que ces espaces aménagés, formidables, ici et là sur la cité, sont des expositions permanentes que l'on renouvelle au fil des saisons, et ça donne envie.
Voilà, on a le paysage permanent qui lui est vraiment fabriqué avec des arbustes, des vivaces, donc il y a des plantes qui sont pérennes. Et puis on a ce paysage saisonnier. C'est un paysage qu'on a fait évoluer parce que c'est vrai que c'est un paysage qui est très gourmand en eau. Donc on est dans une politique durable. Donc on a remplacé quelques mètres carrés de paysages saisonniers qui sont eux plutôt fabriqués avec une majorité d'annuels par un paysage permanent. Cependant, on maintient ce paysage saisonnier parce que c'est très attendu par les gens et effectivement, comme tu le dis, ça nous permet de changer le décor et d'animer la ville aux différentes saisons. Un spectacle naturel. Exactement. Ouais. Et là, on est vraiment dans l'idée du parc et jardin et du savoir-faire horticole des agents et c'est toujours des prouesses, notamment cette année avec les fabuleuses sculptures d'Alexandre Maupetit qui formidablement réussi. Ah oui, qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Quelle chance. Quelle chance, oui. Et puis, c'est au bénéfice de celles et ceux qui n'ont pas la chance de disposer d'un petit espace vert, d'un petit jardin. Tout à fait, qui peuvent profiter des grands espaces de la ville, des espaces, on va dire, plus effectivement horticoles, le parc Roger Saint-Lingros, qui lui est en train de rentrer en projet, puisque c'est un parc qui est un petit peu en phase d'épuisement, sur lequel on a rebitumé, qu'on a adapté un petit peu au fil du temps et des usages. Et là, il y a un temps d'arrêt qui est nécessaire pour regarder le futur. On peut le rendre plus sexy, plus... Déjà le remettre en bonne santé. Remettre en bonne santé. Voilà, on a des arbres qui sont vraiment en fin de course et puis on en a parlé un petit peu au tout début. Le dérèglement climatique, provoque épuise, exactement sur cela, des accélérations de ces naissances. Donc on a vraiment un gros travail à faire sur le renouvellement de cette trame arborée, puis un travail qui a été fait par un bureau d'études accompagné par la DREAL sur un nouveau plan de gestion, c'est-à-dire comment on peut imaginer le futur du parc dans un futur plus durable, peut-être un espace plus naturel, moins tendre, appliquer une gestion différenciée un petit peu plus souple. Un peu plus british. Pourquoi pas? Très bien, moi ça me plaît chouette. Bien. Même si effectivement c'est un parc très dessiné dont le dessin est classé. Parce que c'est un lieu de vie aussi, le parc Saint-Lingros. On s'y balade, certes, mais pas seulement. En e-commerce, il y a aussi les attractions ludiques saisonnières. Toutes les animations. Et puis on y fait du sport. Exactement. Pour les écoles qui sont dans son environnement. Exactement, le lycée Saint-Cyr. Donc c'est très particulier comme espace. C'est un espace qui finalement qui est très exigeant dans son réaménagement, puisque il faut pouvoir répondre à tous les usages, que ce soit la promenade, le repos, bouquiner, s'allonger dans l'herbe, respirer, faire du sport. Il y a aussi la question de l'accueil de la fête foraine, de grandes manifestations. C'est vrai qu'on a que cet espace très central qui permet d'accueillir ces manifestations. Donc voilà, il y a des questionnements, il y a une concertation qui a été faite auprès des partenaires, auprès des habitants, et puis on a ce plan de gestion qui propose différents scénarios et qui sera mis en œuvre si prochain mandat il y a. La politique de la nature en ville est aujourd'hui au sommaire de notre rendez-vous mensuel avec Nevers Agglomération, ultime rendez-vous de la saison radiophonique. Nous recevons Anne Wozniak, adjointe au maire de Nevers, déléguée à l'environnement naturel et à l'urbanisme, conseillère communautaire à Nevers Agglomération. RCF. Nous étions au centre-ville, on va peut-être s'écarter un petit peu plus sur le cœur de ville qui est en pleine transformation, non loin de là, finalement, cette rue du commerce, par exemple, comme on l'appelle. Là aussi, il se fait des choses qu'on n'avait jamais tentées auparavant. Oui, bien, c'était un véritable défi. Alors, d'une part, de pouvoir rénover cette ville de manière durable, c'est-à-dire la transformer en une rue qui soit fraîche, qui puisse permettre l'infiltration de l'eau et qui puisse accueillir de la végétation. Donc, c'est un véritable casse-tête quand on est en hypercentre comme ça, qu'on est dans le tissu médiéval. C'est un casse-tête pour les plantations, c'est un casse-tête pour l'infiltration, c'est un casse-tête pour faire passer des vélos, pour accorder les usages, parce qu'on a des rues étroites et qui permettent pas toujours un partage et l'installation de tout ce qu'on voudrait. Et puis la ville commerçante, il y a aussi une complètement. vie commerçante avec des livraisons. C'est le cœur battant de la ville et c'est évidemment
le commerce, l'accès au commerce, la priorité. Et l'idée était vraiment de se démarquer justement des galeries commerciales, c'est-à-dire de pouvoir offrir en cœur de ville un parcours commerçant qui soit différent, qui soit agréable, qui soit finalement une promenade commerçante. Donc là, on a réussi. Alors c'est pas totalement abouti comme on aurait voulu, puisque je vous ai expliqué un peu les contraintes, les réseaux aériens, souterrains. Mais on a une rue déjà qui, je trouve que vraiment le choix du sol, on avait proposé des scénarios aux habitants et je trouve que le choix du sol est judicieux et vraiment très très réussi. On a quelque chose on a de la dentelle de pierre, c'est vraiment magnifique. Et puis on a réussi à installer quelques plantes, cette fontaine sèche qui a beaucoup de succès. Donc de l'eau pour rafraîchir, un mobilier moderne, innovant, et puis un vrai parcours piéton qui est dédié au commerce de centre-ville. On bouleverse également du côté du Banlay. Oui. Sur pas mal d'idées d'ailleurs qui germent ici et là sur cet espace où se côtoient de très nombreuses populations pour différentes raisons d'ailleurs. On y vit mais aussi on y étudie, on y circule beaucoup. Ouais. C'est un gros morceau de la ville, le Banlay, qu'on avait un peu détaché au fil du temps finalement du reste de la cité et qui va se retrouver raccommodé par une trémie qui va être comblée incessamment sous peu. Voilà. Les travaux vont débuter. Oui, là, c'est vrai que Monsieur le maire dit toujours il y a des quartiers en ville. Enfin, il n'y a pas le centre-ville et les quartiers. La ville, c'est la ville. Après, il y a des différentes formes d'habitat. Là, c'est vrai que le quartier du Banlay, il nécessitait vraiment une rénovation importante. Donc ça, c'est en cours. Donc là, on a les derniers bâtiments. C'est toujours une émotion particulière de voir les barres d'immeubles être déconstruites. Et comme nous sommes dans un territoire assez détendu, il y a des reconstructions, mais beaucoup moins que ce que le Banlay accueillait en termes de foyers dans les années 60-70 au moment de la création. Des reconstructions bien moins élevées. Bien moins élevées, plus mixtes. Et donc on a un quartier qui laisse beaucoup de place finalement, beaucoup d'espace. Donc c'est un quartier qui va passer du béton à la nature complètement. Donc un beau terrain de jeu pour votre équipe. Ah là, là c'est un véritable cadeau. Plus dans ce grand projet de rénovation, la ville a répondu à un appel à projet qui s'appelle quartier fertile, moi que j'appelle Banlay fertile, et qui a permis d'avoir des subsides supplémentaires pour travailler un véritable paysage généreux, nourricier. Donc ce quartier du Banlay, tu expliquais le raccordement avec la trémie et le fait qu'on va passer quasi 2 niveaux maintenant pour rentrer dans ce quartier qui est vraiment à 10 minutes à pied de l'hypercentre commerçant dont on parlait juste avant. Et qu'on va combler avec les résidus des déconstructions. Voilà. On est dans l'économie circulaire, complètement. Ça aussi, ça a du sens, ça fait partie du projet. Complètement. De toute façon, l'économie circulaire a du sens à tous les niveaux, que ce soit l'eau, la terre, les matériaux de déconstruction, c'est vraiment l'avenir et c'est le bon sens. Donc effectivement, ces anciens immeubles finalement vont rester dans le quartier et combler cette trémie. Et puis il y a en plus de ce raccordement, une attractivité supplémentaire, parce que le Banlay, moi j'aime à dire que c'est le futur grand parc de la ville, qui va être un parc très différent du parc Roger Salingro. Il y avait un tout petit parc dans un coin. Oui, et puis c'est des parcs un peu vieillissants qui sont en bout de course. Et là, on va avoir vraiment une nature explosive à l'intérieur du quartier. Et donc c'est une future attractivité. On va avoir le parc Roger Salingro, un parc plus nature qui est le parc Rosa Bonheur, donc là complètement à l'est, au bout du quartier des Courlis qui est connecté à la Loire. Voilà. Et puis ce futur parc qui est un parc à cueillette en fait. Voilà, c'est un parc où on va favoriser tout ce qui peut se manger, tous les petits fruits, les plus gros fruits. Donc c'est vraiment une palette végétale qui est travaillée pour le plaisir des yeux, du nez, beaucoup de parfums et beaucoup de cueillettes possibles. Donc voilà, c'est un autre ça enrichit les espaces verts de la ville et ça donne une attractivité évidente, une nouvelle attractivité évidente à ce quartier. Et moi, je dis que le Banlay, j'y habite, donc j'ai pas trop de mal à dire que c'est bientôt the place to be, quoi. Oui, j'y ai longtemps habité également. Notre technicien
aussi. Voilà, donc on a une attache particulière avec ce quartier neversois où on a également étudié. Donc, pareillement. C'est aussi pour ce public-là qui ne fait que passer pour étudier dans les différents établissements. On pense aux étudiants aussi. C'est vrai que là, pour l'instant, on a 2 parcs qui sont aboutis. Enfin, 2 parcs, c'est plutôt effectivement des petits jardins. On a le jardin de l'amitié qui, lui, se situe autour de l'espace Martin Luther King. Et là, on a un parc qui est dédié toujours à la biodiversité, puisque nous avons l'excellent Thierry Chardonneret qui lui anime cet espace, donc accompagne à la fois les habitants dans leur travail au jardin, puisque nous avons des petits jardins, des petites parcelles de jardin, les premières parcelles qui sont mises en place et qui sont jardinées activement. Et puis on a aussi tout ce qui préfigure le futur parc, c'est-à-dire un jardin de mélange de plantes indigènes intéressantes pour la biodiversité, de plantes nourricières. Et Thierry anime tous les mercredis après-midi. Il faut que ça se sache. C'est ouvert à tous, à tous les publics. Tous les mercredis après-midi, il anime des séances de jardinage, de multiplication, de bouturage, d'observation tout simplement de la nature. Donc ce petit jardin-là a très très bien démarré. On va passer une deuxième tranche de création de jardin en partage sur ce site du jardin de l'amitié. Et puis on a un autre espace encore plus confidentiel, l'espace Buffon, qui est tout proche de l'école Blaise Pascal, et lui qui est vraiment dédié à l'observation des insectes. Donc on a les écoles qui viennent régulièrement dans ce petit espace et qui participent à créer des structures qui vont accueillir les insectes. Donc on a eu des semis de prairies florifères, on a eu la construction de haies sèches, de ce qu'on appelle les haies de bench, pour pouvoir accueillir les insectes qui vont se nourrir du bois. Alors moi je suis fascinée de voir tous ces petits avec des loupes commencer à regarder les vers de terre, regarder les insectes. En hiver, c'est plus les vers de terre, on met plus les mains dans la terre, et au printemps, à l'été, on est plus sur l'observation de ce qui butine. Et cet espace-là, lui, est accompagné. Le premier est géré par le centre social, et le second est géré par la MELA, donc avec l'animatrice qui vient régulièrement. Exactement, la maison d'Entre-Loire et Allier. Donc il fait aussi un excellent travail de pédagogie et de sensibilisation auprès des tout petits. Et la MELA d'ailleurs a créé une petite bande dessinée qui est très intéressante autour des abeilles. Et donc la ville de Nevers, qui est partenaire, a gardé un certain nombre de ces petites BD, et avec ma collègue Christelle Pitoun, qui est adjointe à l'éducation, on en distribue 25 par école pour pouvoir pour pouvoir sensibiliser les enfants qui sont. Donc on l'a testé, on a déposé les premiers exemplaires, on a testé et ça fonctionne très très bien. Les enfants sont très intéressés par cette BD. Des enfants qui deviennent ambassadeurs pour leur propre foyer. C'est ce que j'allais dire. On dit, alors moi je ne l'ai pas vérifié, mais j'ai pas de mal à penser que c'est tout à fait juste. Ouais. On dit qu'un enfant touche 7 adultes, et voilà. Et puis crée une génération écologie, j'ai envie de dire. Oui, ce sont des enfants qui jusque-là étaient parfois même totalement coupés de la nature. Oui, bien sûr, puisqu'ils n'avaient pas accès en fait. Et puis il y a eu aussi ce qui est intéressant. Je parlais en tout début des 3 axes de la politique environnement, et je parlais de la politique sensibilisation et inventaire. Donc là, sensibilisation, on a des exemples. On a aussi un exemple. J'en profite pour en parler de l'agenda environnement. Donc on a un premier petit livret qui est sorti, qui est disponible en mairie, dans les mairies de quartier, qui propose un programme de toutes les activités liées à l'environnement ou à l'horticulture, en gros à la plante, aux insectes, à la terre, à l'eau. Et donc là, la première édition est de février à juillet, donc la seconde à venir de août à janvier. Et donc c'est un recueil de tout ce qui se fait au niveau de la ville et de l'agglomération de Nevers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont portées par d'autres collectivités et par l'agglo autour de l'environnement et du jardin. Donc pour le volet sensibilisation. Et sur le volet un petit peu scientifique, on a eu sur le quartier du Banlay un inventaire préalable, c'est-à-dire que on a eu ça, et on a eu sur l'échelle de la ville l'atlas de la biodiversité, qui a vraiment permis d'améliorer la connaissance de la biodiversité en ville. Et ça, c'est très important parce que on ne sait pas tout. Le vivant a ses mystères, le vivant a ses propres dynamiques, et c'est très important de savoir ce qui existe, ce qui est en place, pour pouvoir encore mieux faire. Donc on a cet
inventaire qui a été fait donc sur le Banlay, auquel les enfants ont participé, les enfants des écoles justement. C'est important pour la connaissance du vivant et voir justement comment ce vivant évolue, et qui a été fait au niveau de la ville, donc qui recense toutes les espèces, parfois plus rares, sans surprise évidemment. C'est la Loire qui est vraiment la grosse niche de biodiversité de la ville. On a cette chance exceptionnelle d'avoir ce fleuve. Là aussi, longtemps, on a tourné le dos à la Loire. Bien sûr, donc on parlait des grands aménagements. Les grands aménagements, notamment du premier mandat et du mandat futur s'il y en a un, ont participé à ramener et à raccrocher la ville à la Loire, et à notamment par la charte biodiversité a permis de mettre en valeur, de mettre en lumière toute cette richesse. Petite parenthèse, on est passé très vite dessus, on évoquait les écoles et notamment ce travail sur les sols des écoles qui deviennent fertiles. Oui, ça c'est très important. Avec l'état d'avancement de cette dynamique. Ouais, très important à deux niveaux. Le constat, c'est que, alors c'est pas qu'à Nevers, c'est un petit peu partout où il y a eu cette grande vague de bitumisation, je ne sais pas comment on dit, enfin tout le monde m'aura compris, des cours d'école, d'hygiénisme total, et le fait est que ces cours d'école sont de véritables îlots de chaleur, avec souvent des bâtiments... Sans compter qu'on a complètement aseptisé l'ensemble. Voilà. Et puis on a des bâtiments qui sont souvent vieillissants. Sur la ville de Nevers, on entre dans des rénovations, mais ça mobilise énormément de budget. Il faut pouvoir le planifier, mais petit à petit, la ville se remet aussi à niveau là-dessus. Donc on a des écoles, des bâtiments qui sont peu climatisés entre guillemets, et des cours qui sont des îlots de chaleur. Donc c'est absolument indispensable de se préoccuper de cette situation. Alors on a deux niveaux de travail. Il y a déjà une cour fertile qui a été réalisée. Là on en a deux autres en travail. Donc là, quand on parle de cour fertile, ce sont vraiment des aménagements de fond très très importants. On a vraiment un projet global qui réinvente complètement la cour d'école. Et puis des plus petits projets où là on a des pelouses, on a déjà un sol, on a déjà de la terre. Et ça nous permet de déployer plus rapidement des plantations qui vont dans un premier temps rafraîchir et accueillir de la biodiversité, parce que le deuxième point, les îlots de chaleur, mais aussi beaucoup d'équipes enseignantes qui mènent des projets pédagogiques, et il faut absolument les soutenir, les accompagner et leur donner le terreau pour pouvoir déployer eux leurs programmes et puis leurs petits ateliers. On est allé justement récemment visiter des écoles qui sont concernées par ces aménagements rapides, et par bonheur, on voyait les enseignants dehors qui étaient en train de fabriquer des petites bombes à graines. Donc on tombait à point nommé, et c'est vraiment indispensable d'accompagner les enseignants qui sont motivés et qui sont moteurs dans ces démarches. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Il y avait beaucoup à dire et beaucoup encore à raconter sur cette politique de la cité, sur l'agglomération neversoise, avec ces espaces plus agréables à vivre, plus respirables dans cet environnement plus serein et plus vert. C'est ce que nous racontions dans l'introduction de ce sujet que vous nous avez offert, Anne Wozniak, pour clôturer la saison d'émissions mensuelles avec notre partenaire Nevers Agglomération. Vous êtes adjointe au maire de Nevers, déléguée à l'environnement naturel et à l'urbanisme, conseillère communautaire. Il y a des projets, rapidement dit, dans les projections, là, à court terme? Dans les gros projets, on arrive en fin de mandat, donc les grands projets, l'entrée sud, RD 907, tout ça est en cours. Ouais. Et puis dans les projections, on a parlé du parc Roger Salingro, et puis on a tout l'est de la Loire, la continuité, à poursuivre jusque le raccordement des Courlis. Et puis il y a un grand projet qui arrive très très vite. C'est le projet de réaménagement et d'installation d'une continuité écologique sur le canal du Nivernais. On a un canal actuellement, qui est un canal, avec des seuils, et ce canal va devenir une rivière. Donc là, c'est un projet très important qui va émerger. Les travaux commencent cet été. C'est un projet qui est porté par le contrat Rivière-Nièvre, en partenariat avec l'agglomération de Nevers. Donc pour le tout frais, tout maintenant, c'est ce projet-là qui va émerger. Et puis évidemment, toutes les valorisations de petits espaces qui se poursuivent. On s'intéresse
s'intéresse pour l'année prochaine aux abords de la bibliothèque de Nevers, la médiathèque, et du centre exposition, puisqu'il a été refait. Donc on va nous s'intéresser à comment améliorer les abords. Et la bibliothèque, c'est un espace qui est très intéressant, pareil, un petit peu vieillissant, qui n'a pas été revu depuis un certain temps. Et là, on a la possibilité de travailler des choses intéressantes en lien avec le livre, la culture. Donc voilà, on est sur ce sujet qui nous passionne et qui va certainement faire émerger un beau projet. Merci Anne Wozniak, bel été. Merci à vous, bel été.